Guillaume Bach, je suis un des associés de Citron et je suis venu pour vous parler du décret tertiaire aujourd'hui, de ce grand mouvement qui est en train de concerner les bâtiments existants, qui est vécu pour beaucoup comme une contrainte et on va essayer à l'issue de ces 15 minutes de voir ça un peu plus comme une opportunité. Enfin du moins c'est l'ambition que je me suis fixée, c'est de vous montrer que malgré tout on peut effectivement en faire quelque chose de vertueux. Juste pour donner juste des éléments de contexte, je suppose que vous connaissez, ou vous avez tous entendu parler de ce décret tertiaire. C'est la première fois en France, mais aussi en Europe, qu'on va enfin légiférer sur les bâtiments existants. Vous avez entendu beaucoup de réglementations relatives aux bâtiments neufs, depuis la RT 2012 jusqu'à la RGE. On a eu beaucoup de réglementations, mais l'existant était un peu mis de côté. Donc là, c'est la première fois qu'on va le faire, et l'origine est assez lointaine, puisque ça vient de la directive européenne des 3-20, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, avec l'ambition de réduire de 20% les gaz à effet de serre, de faire 20% d'économie d'énergie en Europe, et d'avoir aussi 20% d'énergie renouvelable dans le mix. Tous les pays européens doivent décliner cette directive de 2008 dans leur texte. Et il aura fallu donc 12 ans pour qu'on le voit dans le texte français à travers ce décret tertiaire qui est sorti en mai 2020. Mais dites-vous qu'on est le premier pays à le décliner néanmoins. Donc 12 ans, mais premier quand même. Donc il y a eu des étapes, la loi Grenelle qui n'a pas abouti à ce décret, puis la loi Elan qui va permettre d'y aboutir en 2018 avec le décret qui sortira ensuite. Mais c'est seulement en 2020 qu'on aura son arrêté. Je ne vais pas revenir très longuement sur le décret tertiaire. Juste là, on a mis en un slide ce qu'il fallait retenir. C'est que tous les sites de plus de 1000 m² sont soumis. Alors j'entends déjà ceux qui disent bientôt ceux à 500 m². Effectivement, il y a la demande qui est émanée de la Convention citoyenne de passer à 500 m². Aujourd'hui, de par la complexité, alors là, on rentre un peu dans une opinion un peu personnelle, mais de par la complexité du sujet, je pense qu'on va rester un petit peu sur le 1000 m² pendant quelques temps, mais c'est évidemment le sens de l'histoire que d'aller à terme sur les bâtiments plus petits. Mais aujourd'hui, c'est 1000 m², donc tout acteur qui dispose d'une surface tertiaire de plus de 1000 m² est concerné, et ce n'est pas simplement un bâtiment de 1000 m² d'un seul tenant, c'est aussi une partie de bâtiment. Donc si vous avez un étage dans une tour qui fait 200 m², votre étage dans une tour de plus de 1000, vous êtes soumis au même titre que les autres occupants des étages. Et vous pouvez aussi avoir sur une même surface cadastrale un bâtiment qui fait moins de 1000 m². Si l'ensemble des bâtiments qui se composent de cette surface font plus de 1000, vous êtes tout aussi concerné. Je pense à un campus, si vous voulez imager par exemple, serait concerné. Donc ça, c'est pour le périmètre, 1000 m² de surface tertiaire. Tertiaire par opposition à primaire et secondaire, donc ni extraction ni production, mais tout le reste. Je ne reviens pas dans le détail. Qu'est-ce que ça implique ce décret ? Deux obligations. Une obligation de suivi, vous devez déclarer vos consommations tous les ans à l'ADEME sur une plateforme qui s'appellera Opérate, tous les 30 septembre de chaque année à partir de 2022. Ça a été repoussé d'un an, c'était 2021 initialement. Ça, c'est le premier engagement qui est quelque part un simple engagement de déclaration. Le second, qui est beaucoup plus impactant et qui là implique du résultat, c'est d'atteindre une baisse effective des consommations qui est échelonnée dans le temps à horizon 2030, 2040 et 2050. J'y reviendrai. Cette ambition, elle peut être relative par rapport à votre consommation de référence de 40, 50 ou 60%, ou une valeur absolue dans le cas où vous avez déjà un niveau de performance qui s'approche de la performance attendue. Voilà pour les très grandes lignes. Votre performance sera modulée, il faut faire la différence, parce que ça va être modulé de deux manières. Par les consommations liées aux usages spécifiques, vous allez avoir des indicateurs d'intensité d'usage. Votre bâtiment, il va être vivant, vous n'allez pas avoir le même usage. Donc vous allez pouvoir le corréler à des horaires d'ouverture, à de l'occupation, à un nombre de postes. Donc ça, c'est des choses qui vont faire que votre objectif va évoluer dans le temps. Et le deuxième facteur d'ajustement, ce sera effectivement en énergie finale par rapport à la rigueur climatique. Il est évident que vos consommations sont fluctuantes en fonction notamment de la rigueur hivernale. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est un point. Alors, on est obligé de parler des sanctions. Ce texte, la sanction n'est pas tant financière, même si, il est vrai, c'est 7 500 € par partie prenante, donc 15 000 € si je suis propriétaire occupant, et si j'ai un locataire, c'est 7 500 € chacun, donc c'est une amende qui n'est pas négligeable, bien sûr, mais qui est soumise au préfet et qui peut être appliquée annuellement. Mais la vraie sanction n'est pas là, on pense plutôt repenser aux sanctions si vous ne faisiez pas les audits réglementaires tous les 4 ans, c'était 1% de votre chiffre d'affaires. Et en proportion, c'était quand même complètement différent. Soit dit en passant, ce n'était pas appliqué non plus, mais c'est pour ça que je vous dis que la sanction n'est pas tellement sur la partie financière. La sanction, elle est plutôt sur le mur de la honte. Donc là, on est sur quelque chose de très à la mode. Vous serez publié par département si vous ne déclarez pas vos consommations ou si vous n'atteignez pas l'ambition. Donc là, c'est une vraie sanction d'image, marque employeur, image de marque. Et surtout, la valeur patrimoniale
parce qu'en réalité, vous allez avoir une éconotation, donc qui va aller de la feuille noire, feuille orange, feuille verte, double verte, triple verte, et qui sera alors publiée à l'entrée du bâtiment, certes, mais surtout à adjoindre à tous vos documents dans le cas de la mise en location ou de la mise en vente. Et ça, c'est la vraie sanction, puisque si votre bâtiment est en décalage par rapport à l'évolution marché, vous indiquez au locataire qu'il sera potentiellement sanctionné sur le mur de la honte et financièrement si jamais il loue votre bien. Donc là, forcément, c'est pas très attractif. Et en cas de vente, vous indiquez quelque part la quantité d'investissement nécessaire pour ramener le bâtiment dans un niveau normal de performance. Donc voilà pour les sanctions. Du coup, quels sont les enjeux liés à ce décret? Je vous ai dit qu'il y a deux grandes obligations. La première, elle est déclarée. Donc on a une première obligation qui est de collecter la data. Et là, l'enjeu, il est important puisqu'il implique d'aller chercher ces données énergétiques et techniques, puisqu'il y a des indicateurs d'intensité d'usage à aller collecter aussi. Et donc, le premier sujet, c'est est-ce que vous avez bien toutes ces données? Est-ce que vous savez les collecter? Surtout que pour les références, vous pouvez revenir jusqu'à 2010. Donc, ce n'est pas seulement à partir de maintenant, c'est aussi dans le passé. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous avez l'obligation de historiser vos consommations pour les déclarer chaque année. Mais idéalement, vous êtes capable aussi de revenir en arrière pour aller choisir l'année de référence la plus intéressante. C'est essentiel parce que si vous ne choisissez pas la bonne année de référence, non seulement vous vous pénalisez parce que vous n'allez pas bénéficier des gains que vous avez mis en œuvre grâce à cette action passée, mais en plus, vous ne pouvez plus la faire par définition puisque vous l'avez déjà mise en œuvre. Donc, il faut être vigilant sur ce point. Donc, le premier enjeu, il est digital, c'est de collecter la donnée et de la déclarer pour de déterminer les références. Le second enjeu, il est technique. Il est éminemment technique. Vous allez devoir, pour atteindre ces niveaux de performance, si on prend le relatif 40% horizon 2030, 50 2040 et 60 2050, faire des travaux majeurs sur votre patrimoine et donc avoir un véritable plan d'action et un schéma directeur énergie à mettre en place sur votre patrimoine. Ça se fait à la maille du parc. Je raisonne par l'absurde, mais vous pourriez très bien décider que 10% de votre parc va être à énergie positive et peut-être atteindre l'ambition globale de votre parc au décret tertiaire. Ça aura des conséquences sur la dynamique patrimoniale que vous allez avoir, parce que vous allez devenir dépendant de ces bâtiments-là. Vous ne pourriez plus les céder sans avoir de conséquences sur le reste de votre patrimoine. Et les autres bâtiments sur lesquels vous n'avez pas d'action auront une mauvaise connotation, là aussi les rendant moins liquides. Donc c'est vraiment une vision, un schéma directeur global à avoir, qui se nourrit de vos projets futurs, de votre dynamique patrimoniale et des plans d'action possibles. Là aussi, la démarche négawatt un peu puriste voudrait qu'on traite d'abord l'enveloppe du bâtiment puis les systèmes. La démarche héroïste, si on vise plutôt 2030, voudrait qu'on traite d'abord les systèmes. Il y a tout un débat à avoir intellectuellement sur ce fameux schéma directeur. Et le dernier est juridique, et il est important. Vous avez des annexes environnementales, ou pas d'ailleurs, dans vos baux, mais ces annexes n'ont pas été dimensionnées pour répondre à un tel enjeu. Donc ça va nécessiter des échanges avec vos propriétaires ou avec vos locataires, sachant que ce qui a été proposé par Philippe Pelletier, qui est à l'origine du texte politiquement, c'est de privilégier l'intelligence collective. Ça veut dire que rien n'est normé en termes de qui doit investir dans quelle partie, il y a juste des préconisations, c'est juste que toutes les parties s'exposent à la même sanction. Donc ça demande évidemment de se mettre autour de la table sur le sujet de la déclaration, tout d'abord, mais ensuite sur le sujet de l'investissement. Qui va investir? Alors ça peut paraître évident par moment. La régulation, c'est plutôt le locataire. L'usage, c'est plutôt le locataire. Le bâtimentaire, c'est plutôt le propriétaire. Mais j'ai un magasin, je mets des panneaux solaires sur mon parking. Est-ce que finalement je sers l'image de marque du magasin et ma clientèle, ou est-ce que je valorise le patrimoine du propriétaire? Comment je répartis cette charge? Il va y avoir un débat, évidemment, qui va y être associé. Du coup, la préconisation qu'on peut faire sur cette thématique, la première, du coup, c'est bien de définir le périmètre, quels sont les sites assujettis et qui est le porteur du projet. Donc là, il va falloir lister les sites concernés, se former un peu à tous ces sujets techniques, juridiques et digitaux, voir qui va être l'assujetti référent, comment on va se répartir la déclaration et choisir une ligne directrice avec les parties prenantes pour atteindre l'ambition. Encore une fois, propriétaire-locataire, mais vous pouvez être aussi plusieurs propriétaires, plusieurs locataires, donc l'équation peut parfois être éminemment complexe. Ensuite, il faut déployer un système de management de la consommation énergétique. Donc remonter vos données énergétiques pour pouvoir demain les déclarer, mais aussi identifier votre année de référence. Donc ça, c'est important. Donc nous, on propose un outil, mais il existe des outils pour ensuite aussi piloter votre avancement par rapport au décret tertiaire. L'autre enjeu, c'est de déterminer les références ou la valeur absolue. Donc, quelle est la situation de départ et quelle est la cible que vous allez avoir pour atteindre l'ambition réglementaire. Ensuite, vous allez faire vos déclarations opérates. Donc, c'est bientôt, c'est septembre 2022. Le fait que c'était reporté d'un an, ça a soulagé un peu tout le monde. Mais croyez-moi, septembre 2022, quand on pense à la collecte de données et à tout ce que ça implique, en fait, c'est à peu près maintenant qu'il faut se mettre en ordre de marche pour préparer sa déclaration. On va définir ensuite un schéma directeur, un plan d'action, effectivement, pour orienter un peu
la mise en œuvre. Et après, on va devoir aussi mettre de l'énergie management parce que c'est vivant un bâtiment et une performance, c'est pas une performance arrêtée à un instant T, c'est quelque chose qu'il faut manager dans la durée. Il y a une dernière opportunité parce que quand on a fait tout ça, parfois on n'atteint pas les ambitions. Et la dernière opportunité que vous avez, c'est le dossier technique de modulation. Cette opportunité vous permet de ne pas avoir à mettre en œuvre certaines actions si vous y êtes éligible. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des contraintes patrimoniales, pas question d'isoler par l'extérieur un bâtiment haussmannien à Paris. Ça paraît logique, mais du coup, vous pouvez exclure cette action grâce à ce motif. Structurel aussi, vous ne pouvez pas toujours isoler la toiture d'un bâtiment, les structures ne le permettent pas toujours. Et enfin, économique, et je vais m'arrêter surtout sur ce dernier, lorsque les ROI sont jugés disproportionnés, vous pouvez être exempté d'une action. Donc il s'agit de 6 ans quand on parle d'une régulation, enfin d'un système lié à l'usage, de 15 ans quand on parle des systèmes de production d'énergie, et de 30 ans quand on parle du bâtimentaire. Ce sera soumis évidemment à des audits et à des notes techniques argumentées, mais ça peut vous permettre de ne pas avoir à faire certaines actions. Par contre, il est important d'avoir en tête que c'est aide déduite et que vous ne pouvez pas commencer par identifier tous les dossiers techniques de modulation pour réduire l'ambition. Le texte est clair, vous mettez tout en œuvre et vous justifiez la non-atteinte par les dossiers techniques de modulation. C'est important, vous ne minorez pas l'ambition. Je dis ça, j'ai promis que j'arrêterais de citer la ville, mais il y a une ville qui a essayé de le faire et qui a été retoquée, je ne la citerai pas, mais je l'ai longtemps fait. En quoi c'est une opportunité? Certes, il y a une contrainte forte à date, mais c'est une opportunité pour diminuer vos charges, évidemment, puisque vous allez réduire demain vos coûts énergétiques. Ça, c'est le premier sujet qui est important, et d'autant plus que pour la mise en œuvre à date, le texte vous laisse 10 ans, parce que 85% des travaux à faire peuvent être financés par les économies d'énergie et les subventions et les aides. C'est pour ça qu'on a ce délai pour le mettre en œuvre. Donc ça peut être une vraie opportunité d'avoir des charges équilibrées pendant une durée de 8 à 10 ans, et ensuite une baisse de charges en finançant ces travaux par les aides et par un financement classique. Les aides, il y en a plusieurs. Hein. Il y a les aides européennes, la FEDER, il y a l'ADEME qui vous aide au niveau national, des aides régionales et départementales. Et enfin, nous avons les C2E qui aujourd'hui, il n'y a pas d'action à 1 euro qui sont intéressantes. Valoriser votre patrimoine immobilier, c'est toujours intéressant, mais là en plus, si vous ne le faites pas quelque part, votre patrimoine immobilier il pourrait être en décalage. Donc c'est important d'avoir en tête que il faut à minima aller vers la conformité, mais que c'est aussi ça va être un élément peut-être pas différenciant, puisque si tout le monde y va, mais si tout le monde n'y va pas, c'en est un tout de même. Et enfin, voilà, c'est l'enjeu sociétal du moment, la réduction de l'impact environnemental. Encore une fois, on est le premier pays européen à décliner ça, et je pense que certes, c'est ambitieux, certes, le texte est complexe, mais ça va dans le bon sens. Dites-vous bien que les bâtiments neufs qu'on construit pèsent à peine 1% aujourd'hui de la consommation des bâtiments. Donc, tout le sujet est sur l'ancien. Et je finirai là-dessus, parce que je crois qu'il me reste 1 minute, sur quelques références. Alors, Saint-Gobain était là tout à l'heure, je ne sais pas s'ils sont là dans la salle, mais on était très contents de gagner Saint-Gobain, parce que c'était les tout premiers qui ont mis le décret tertiaire en place. Pourquoi? Parce qu'ils sont leaders déjà des matériaux d'isolation, donc pour eux, c'est plus une opportunité qu'une contrainte aussi, de par leur business model, et ils se voulaient exemplaires. Et donc, on gère les 2500 sites de Saint-Gobain qui sont soumis au décret, donc à la fois en collecte de données d'une part, mais aussi en audit, en schéma directeur, en energy management, pour atteindre les ambitions du décret tertiaire. On a un contrat qui est sur 5 ans renouvelable pour aller jusqu'à l'horizon 2030. J'ai mis ensuite une collectivité, j'aurais pu mettre plein de privés, mais pour montrer que c'est aussi un enjeu public, même si le public, ça a mis un peu plus de temps à démarrer. Là, on voit un grand mouvement, surtout qu'eux n'étaient pas soumis aux audits obligatoires, donc il faut commencer par auditer le patrimoine. Quand on pense aux conseillers départementaux ou régionaux, ils n'ont pas tous fait des audits ces 5 ou 10 dernières années. Ça commence par là, et je prends l'Essonne, au-delà du système de management de l'énergie et du conseil qu'on lui apporte, c'est aussi d'auditer son patrimoine pour connaître un peu les leviers qu'on aura. Voilà pour faire très court sur le décret tertiaire. Je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Oui. Au-delà de la plateforme Citron Énergie. Alors, au-delà de la plateforme, nous, historiquement, on a à la fois l'activité digitale de collecte, mais au-delà de la plateforme, on va aussi aider à collecter la data, parce que la plateforme, il nous faut des mandats, mais au-delà de ça, il y a des données techniques à les collecter sur votre patrimoine. On va aussi faire de l'audit sur votre patrimoine, parce qu'on a l'activité de bureau d'études qui a 10 ans aujourd'hui, qu'on fait historiquement, avant même la plateforme. Les schémas directeurs, donc du conseil stratégique justement en fonction de votre ambition, et du suivi ensuite d'avancement, avec notamment de l'énergie management, pour, grâce à notre plateforme, détecter les dérives qu'on va avoir sur votre patrimoine, aller auditer au besoin ou se rendre sur site. On s'adapte en fait aux ressources dont vous disposez vous en propre. Donc on fait des offres un peu sur mesure, on a 3 offres. Une qui est suivre, qui est juste de déclarer pour être en conformité avec la réglementation. Une qui est analyser, on va aussi faire de l'audit et déterminer un plan d'action. Et une qui est réduire,
où là, on va vous accompagner dans la baisse effective des consommations. En fait, le décret, on n'aurait pas osé le demander, je ne devrais pas le dire, mais quand on est un bureau d'études qui fait à la fois des audits en efficacité énergétique, des schémas directeurs et qui se lance dans la collecte de données énergétiques, c'est vrai que le décret, si je le caricature, c'est ces deux obligations. Ça nous a permis de réunir nos deux activités et de faire une offre globale sur la thématique. OK. Merci à tous.